Dans les vastes étendues de l'océan Pacifique, où le ciel azur se fond dans les eaux sombres dans une danse mystérieuse de l'infini, le navire de pêche Morskaya Nadezhda luttait obstinément contre les vagues pour le 14e jour consécutif. Le capitaine Jim Tavares, descendant de marins danois, aux tempes grisonnantes et aux yeux couleur mer en tempête, se tenait immobile à la barre. Ses mains calleuses, couvertes d'anciennes cicatrices, serraient fermement la poignée usée tandis que des pensées tourbillonnaient dans sa tête au sujet de la décision risquée qui les avait menés si loin de leur zone de pêche habituelle. La première semaine avait été si difficile que même les marins les plus expérimentés commencèrent à douter du succès de l'entreprise. Les filets qu'ils jetaient dans les eaux sombres revenaient sans cesse presque vides, comme si l'océan avait décidé de tester leur patience et leur détermination. Austin Wilson, un jeune mécanicien aux mains en or et au regard rêveur, passait de longues heures chaque soir dans la salle des machines, essayant d'optimiser au maximum l'efficacité des vieux moteurs. Ses calculs de consommation de carburant devenaient de plus en plus inquiétants, et la ride entre ses sourcils se creusait davantage. Le second l'harcelait, un homme qui connaissait la mer comme sa poche, restait des heures sur le pont à scruter l'horizon. Sa pipe usée, transmise dans sa famille de génération en génération, s'éteignait à peine, enveloppant sa silhouette d'un nuage de fumée parfumée. Chaque jetée de filet infructueux résonnait comme une douleur dans son cœur. Sa famille l'attendait à la maison, et sa plus jeune fille Maria rêvait d'une formation en médecine. Comment pourrait-il rentrer les mains vides? Le cuisinier du navire, Chris Letang, qui avait passé plus d'années en mer que certains membres de l'équipage n'avaient vécu, comptait soigneusement les provisions. Son visage ridé, buriné par tous les vents des 7 mers, devenait de plus en plus soucieux chaque jour qui passait. Il préparait des portions de plus en plus économiques, essayant d'étirer les réserves, mais il comprenait que le temps leur était compté. Le jeune marin Logan Thompson, dont les ancêtres n'avaient jamais vu la mer, mais dont l'âme était inexplicablement attirée par cet élément, passait ses rares instants de libre à consigner ses observations dans un journal usé. Ses doigts fins, durcis par les cordages marins, traçaient soigneusement des lignes sur chaque jour de leur éprouvant voyage. Au 7e jour de navigation, le capitaine Tavares rassembla l'équipage dans une cabine exiguë. Les visages des marins étaient graves, tous comprenaient qu'ils devaient prendre une décision cruciale. Les cartes étalées sur la table révélaient un itinéraire dangereux vers des zones reculées de l'océan où les navires de pêche se faisaient rares. Le risque était immense, la moindre panne loin des routes maritimes pouvait être fatale, mais il n'y avait pratiquement pas d'autre choix. Chris, déposant les dernières tasses de café corsé devant l'équipage, secoua la tête. C'est de la folie, capitaine. Là où vous voulez aller, l'océan ne pardonne pas les erreurs. Mais même dans sa voix, on percevait une forme de résignation, il n'y avait réellement aucune autre issue. Les réservoirs de carburant étaient à moitié vides, les réserves de nourriture diminuaient, et rentrer avec une cale vide signifiait non seulement la ruine financière, mais aussi la perte de la licence de pêche. Le navigateur Gustav Forsling, un Norvégien taciturne, traça un nouveau cap, ses doigts glissant avec assurance sur la carte, marquant les zones dangereuses et les éventuels refuges en cas de tempête. Son expérience lui indiquait que la saison jouait en leur faveur, la période des typhons n'avait pas encore commencé, et les courants devraient les aider à économiser du carburant. Le 9e jour du voyage commença comme d'habitude par une aube grise et des embruns salés sur le pont. Personne n'aurait pu imaginer que ce jour deviendrait un tournant dans leur destin. Vers midi, le vigie Ryan Strom, dont la vue perçante était légendaire parmi les pêcheurs, remarqua une agitation inhabituelle à la surface de l'eau. En quelques minutes, tout l'équipage comprit qu'il venait de tomber sur un banc géant de thon. Le premier jeté de filet faillit tourner au désastre, les trucks grincèrent et gémirent sous le poids de la prise, menaçant de rompre leur fixation. Austin Wilson, descendu à la salle des machines, supervisait personnellement le fonctionnement de chaque mécanisme. Ses mains volaient d'un instrument à l'autre, ajustant l'apport en huile et le refroidissement des moteurs, tandis qu'au-dessus, l'équipage luttait avec cette prise exceptionnelle. Le pont se transforma rapidement en une mer argentée de corps de poissons frétillants. Ailé coordonnait le chargement, sa voix puissante couvrant le bruit des vagues et les cris des mouettes qui semblaient être apparus de nulle part au-dessus du navire. Chaque membre de l'équipage donnait tout ce qu'il avait, comprenant qu'une telle opportunité ne se présenterait qu'une fois dans une vie. 2 jours se transformèrent en un cycle sans fin de jetées et de remontées de filets. Les muscles brûlaient de fatigue, les mains étaient à vif malgré les gants, mais personne ne pensait au repos. Chris n'avait à peine le temps de préparer les repas, que les marins avalaient à même le pont, sans interrompre leur labeur. Son pilaf épicé aux fruits de mer, qui d'ordinaire ravissait l'équipage, était désormais consommé machinalement juste pour reprendre des forces.
Les majestueuses baleines qui apparurent près du navire semblaient être les anciens gardiens de l'océan, bénissant le travail des pêcheurs. Leurs puissants jets d'eau s'élevaient vers le ciel, créant des arcs-en-ciel dans les rayons du soleil de l'après-midi. Logan, malgré son épuisement. Lorsque la dernière cale fut remplie à capacité, le capitaine Tavares donna l'ordre tant attendu de mettre le cap sur le retour. L'équipage épuisé retrouva un peu d'énergie désormais, un foyer, une douche chaude et les étreintes de leurs proches les attendaient. Cependant, l'océan décida de leur donner une dernière leçon d'humilité. La route vers la côte fut bloquée par une tempête violente, apparue si soudainement que même les météorologues expérimentés n'eurent pas le temps de la prévoir. Des nuages noirs, tels des monstres marins, couvrirent le ciel. Des vagues hautes comme un immeuble de 3 étages s'écrasaient sur le navire avec une fureur qui faisait trembler toute la coque. Le vent hurlait comme un millier de loups affamés, essayant d'arracher tout ce qui n'était pas solidement fixé au pont. Tavares, qui n'avait pas quitté la barre depuis 18 heures d'affilée, prit la seule décision possible: se diriger vers le nord pour contourner l'épicentre de la tempête. Cela signifiait un jour de voyage supplémentaire, mais toute tentative de traverser directement aurait pu leur coûter la vie. Gustav Forsling, calme et concentré, ajustait constamment la trajectoire, calculant les corrections nécessaires pour compenser la dérive du navire due au vent monstrueux. Les réserves d'eau douce s'amenuisaient, mais la nature elle-même vint à leur secours. L'équipage économisait chaque goutte, rêvant du retour à la maison. Lorsque la tempête finit par s'éloigner, le Siope continua obstinément son chemin vers le port. Chaque mile était éprouvant, la fatigue de l'équipage atteignait sa limite, les réserves de carburant étaient presque épuisées et les moteurs fonctionnaient à bout de force. Austin Wilson vivait pratiquement dans la salle des machines, surveillant personnellement le bon fonctionnement de chaque unité. Et puis, enfin, une fine bande de terre apparut à l'horizon. Les marins exténués se réjouissaient déjà à l'idée de retrouver leur famille, lorsque soudain Logan, qui montait la garde, remarqua un trouble inhabituel dans l'eau. En regardant de plus près, il aperçut un dauphin, mais quelque chose dans ses mouvements semblait anormal, comme si la magnifique créature luttait désespérément contre un ennemi invisible. En observant à travers les jumelles, il sentit un frisson lui parcourir l'échine. Un lourd filet de pêche s'était enroulé fermement autour de la queue du dauphin, et chacun de ses gestes ne faisait que resserrer encore plus les nœuds. Le dauphin, épuisé par ses tentatives pour se libérer, avait été laissé derrière par son groupe. Ses mouvements devenaient de plus en plus lents, un signe évident que ses forces l'abandonnaient. En apprenant cela, le capitaine Tavares n'hésita pas une seule seconde. Malgré l'épuisement de l'équipage et la proximité tant espérée de la côte, il donna ordre de faire demi-tour. Tous à bord savaient que cela signifiait plusieurs heures de retard supplémentaires, mais pas un seul ne protesta. Selon leur code maritime non écrit, porter secours à quelqu'un en détresse était une loi, qu'il s'agisse d'un être humain ou d'un animal. Manœuvrer autour du dauphin en détresse prit près d'une heure. Les vagues et les courants rendaient la tâche difficile, mais l'équipage expérimenté suivait méthodiquement les instructions du capitaine. Finalement, après plusieurs tentatives, ils réussirent à hisser prudemment l'animal épuisé à bord en utilisant leur propre filet. Austin et Lars, les membres les plus costauds de l'équipage, maintenaient fermement le dauphin tandis que Chris, dont les mains étaient d'une incroyable dextérité grâce à des années de travail avec des couteaux aiguisés en cuisine, coupait lentement et méthodiquement les liens. Chaque boucle du filet pouvait cacher une blessure dangereuse, si bien que le travail devait être fait avec une extrême prudence. Pendant ce temps, Logan versait de l'eau sur la peau du dauphin pour l'empêcher de se dessécher. Peu à peu, le dauphin sembla comprendre leurs intentions et cessa de se débattre, laissant les marins accomplir leur tâche. Ses yeux intelligents suivaient attentivement les mouvements de Chris, et de temps en temps, il émettait de petits clics, comme s'il commentait ce qui se passait. Ryan, qui avait sa trousse de premier secours à portée de main, remarqua que ces sons ne traduisaient aucune peur, seulement de la curiosité et peut-être même un espoir. Une fois le dernier morceau de filet retiré, l'équipage examina soigneusement l'animal pour détecter d'éventuelles blessures. À leur grand soulagement, à part quelques égratignures mineures, aucun dommage sérieux ne fut constaté. Gustav Forsling, qui avait étudié la biologie marine dans sa jeunesse, confirma que le dauphin était en parfaite santé et prêt à retrouver son élément naturel. Ouvrant une trappe latérale, l'équipage aida le dauphin à glisser doucement dans l'océan. Ce qui se produisit ensuite resta gravé à jamais dans la mémoire de chaque membre de l'équipage. L'animal libéré ne s'éloigna pas immédiatement, mais se mit à bondir hors de l'eau à côté du navire, faisant preuve d'une grâce et d'une force incroyables. Ses sauts étaient emplis d'une joie et d'une liberté incontrôlables,
au point que même les marins les plus endurcis ne purent retenir leur sourire. Pendant près d'une heure, le dauphin accompagnait le navire, disparaissant sous l'eau puis réapparaissant dans un éclat d'écume, comme s'il remerciait chaque membre de l'équipage. Ryan, avec sa vue perçante, remarqua que le dauphin solitaire était progressivement rejoint par d'autres. On aurait dit que sa famille l'avait enfin retrouvé. L'équipage épuisé du Sea Hope savait qu'il venait d'être témoin de quelque chose d'exceptionnel. Gustav Forsling récita doucement un vieux proverbe norvégien, « La gentillesse revient toujours à la mer ». À cet instant, chacun d'eux se sentit non seulement comme un simple pêcheur avec une cargaison précieuse, mais comme une partie d'un tout bien plus vaste, un océan sans limite où la compassion humaine pouvait accomplir de véritables miracles. Et tandis que le Sea Hope reprenait lentement sa route vers la côte, les derniers rayons du soleil couchant peignaient la surface de la mer de teinte violette, comme si la nature elle-même saluait ces hommes qui avaient prouvé que dans leur cœur, il y avait de la place non seulement pour le labeur, mais aussi pour une sincère bienveillance. Chers spectateurs, que pensez-vous de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à notre chaîne. À bientôt.